Non, mais en fait, c'est parce que ça fait longtemps. Bonjour. Ça fait trop longtemps, les gens. Je trouvais plus les boutons. Ou presque. Bonsoir à tous. J'ai pas du tout. Bonjour. Vous allez bien? J'étais pas là. Ça fait longtemps. Ça fait un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu de temps. J'ai l'impression d'avoir un. Ah oui, non, c'est ça. Je suis toute perdue, mais c'est parce que. C'est parce que voilà. Ouais, donc la semaine dernière, j'avais prévu tellement de choses. Ah, j'ai pas zoomé. T'as pas zoomé? C'était ça le truc bizarre. Oui, j'ai pas zoomé. Attends, on va zoomer. Zoom. Non, mais c'est bon, je sais faire. Quand même. Ouais, j'étais pas là la semaine dernière. En fait, pour tout vous dire, je devais faire plein de choses. J'avais prévu beaucoup de choses pendant mes congés et je n'ai pas eu de congé en vrai. J'ai dû travailler. Ah bah, on va faire le zoom. Hop là, zoom. Zoom là. Appliqué. Et du coup, non seulement j'ai rien pu faire de ce que je voulais, mais en plus je me suis retrouvée submergée, fatiguée, etc. Donc la semaine dernière, eh ben, je me suis endormie. Voilà, je me suis endormie dans le canapé, je me suis réveillée, il devait être 22 heures, un truc comme ça, j'ai fait le stream. Mais bon, ça a été une journée tellement difficile, et vraiment deux semaines très compliquées. Et comme je le disais déjà dans Twitter, c'était une période très compliquée le mois dernier parce que oui, ça j'ai rangé hier tout à l'heure. Ça a été vraiment voilà, là ça fait maintenant un mois que j'ai eu une petit speed au boulot, beaucoup de choses à faire, et donc ça m'avait vraiment pris beaucoup de temps. C'est pour ça que il y avait plein de choses que j'avais pas pu remettre en place, notamment je sais que les replays qui sont très demandés sur YouTube, bah, j'avais pas pu les mettre, j'avais prévu de le faire, bah, c'est toujours pas fait. Donc voilà, donc c'est pas grave, on va reprendre doucement. Hein. Là, ça y est, mon côté taf abusif est en train de complètement se réduire, donc j'espère, dit-elle en étant arrivée en retard, j'espère bah, que du coup je vais pouvoir refaire des projets que j'avais prévus pour la chaîne, etc. Et puis bah du coup on va continuer les chroniques manga tous les lundis, et je vous rappelle que pour tout ce qui est news et sorties en cours, ce sera désormais le vendredi. Voilà, et entre deux, je ferai peut-être des streams de jeux vidéo divers et variés. Mais donc, nos nouveaux rendez-vous, faut que je change d'ailleurs les détails de ma chaîne, c'est... Ah, bah le train est toujours là, lui, par contre. C'est donc les lundis et les vendredis, et promis, je me rattrape sur le replay, j'y pense. Donc du coup, on a un programme un petit peu chargé, puisque j'ai rattrapé quelques titres que je voulais faire la semaine dernière, et c'est rattrapé avec les titres de la semaine encore passée. Du coup, j'ai pas pu tout mettre, j'en suis désolée, il n'y a pas les Akata notamment parce... Oh, merci pour l'abonnement. Eh oui, Loco, 1 an et demi. L'année dernière, on était en confinement, c'était beau. Oh, bah merci Choupinou, c'est gentil. C'est super. Oh, bah dis donc, vous êtes sympathique, on est où Voilà, j'étais un peu en PLS là juste avant, et bon bah c'est sympa, merci. Merci pour les abonnements. C'est très sympa. Choupinou qui est parmi nous depuis maintenant 4 mois, je crois. Oui, 4e abonnement. Merci encore. Et donc oui, j'ai dû faire des choix. Donc il n'y a pas les Akata parce que, en fait, tout ce que vous avez là, quasi, sont des services presse. Et donc, évidemment, je favorise les services presse que je reçois pour pouvoir vous en parler, ce qui me paraît normal, parce que c'est des partenariats que je fais avec des maisons d'édition. Donc, bon, je l'avais pas mis dans le tweet, je voulais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour vous expliquer que pourquoi il manque des titres, bah, parce que je me suis retrouvée du coup avec trop de news à faire pour aujourd'hui. Et que bah il fallait, je pouvais pas tout faire. On va se calmer sur le canapé s'il vous plaît, le chat. J'ai pas pu tout faire, et donc voilà, le choix s'est porté sur tout simplement les maisons d'édition avec qui j'ai des partenariats. Parce que, du coup, il manquait, je crois qu'il manque que Akata d'ailleurs au passage, dans les nouveautés sorties. Voilà. Ah, t'as acheté Alma? Oui, il est très cool Alma. Bah, si t'as aimé Alma, il y a des chances que tu achètes Eden, hein, du coup, parce que on est un peu dans la même veine. C'est un peu les beaux jours de Panini à l'époque où ils faisaient beaucoup de science-fiction. Et donc on va commencer sans plus attendre, parce que j'ai plein de titres à vous parler, et en plus c'est des titres que j'aime beaucoup, donc je risque de parler un petit peu beaucoup. Et on va commencer avec L'île entre deux mondes. Hop là. L'île entre deux mondes, qui est, j'avais dit, mon titre que j'attendais cette année. C'est vraiment quand Pika m'avait présenté l'année dernière les titres en fait de la première moitié 2021. J'ai vu celui-là et j'ai dit, toi, tu vas être mon chouchou, en tout cas sur cette première partie d'année, et c'est voilà, ça n'a pas loupé, ça sera certainement mon titre préféré de 2021. L'île entre deux mondes de Asuka Hisakata no Oto. Marrant comme... Ah oui, ça doit je pense que c'est référence à un truc qu'il y a dans l'histoire.
Donc c'est une série en 2 tomes. Alors c'est un très grand format. Enfin un très grand format, c'est un grand format. Hein, hop là, voilà. Manga normal, le grand format, ce qui explique son prix de 14 €. Donc c'est un Pika graphique. Alors c'est marrant parce qu'on se demandait avec Chocho, c'est quoi un roman graphique? Un roman graphique, selon vraiment selon les termes, c'est une BD qui est plus mature, qui est plus. Et c'est vrai que... Ah, et plus grand que Solo Leveling. Et c'est vrai que j'aime bien la collection Pika graphique, parce que c'est vrai que dedans, t'as ce genre de manga un peu plus, voilà, plus quoi, tu vois, plus littéraire, ou je ne sais quoi. Donc l'île entre deux mondes, qui contient d'ailleurs, hein, si vous aimez l'illustration, en voulez-vous, en voilà, il y a des pages couleurs, et vraiment, elles sont... Mais, je sais pas si vous voyez bien tous les détails, mais c'est très très beau et c'est bien normal puisque son autrice, donc Asuka Ishii, oui, je pense. Donc voilà, elle a une activité d'artiste peintre et illustratrice, et à ce titre, elle est distinguée en tant que finaliste par le 18e d'art contemporain organisé par le musée commémoratif Taro Okamoto. Voilà, elle expose régulièrement à Tokyo, Okinawa et Hokkaido dans des galeries d'art ou à l'occasion de festivals. Donc on est vraiment sur une artiste qui a fait les beaux-arts, ce qui explique la qualité assez remarquable en fait de son manga et de son trait de façon générale. Enfin, les planches sont juste dingues. Excusez-moi. Les planches sont vraiment très 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 belles. Il y a un enchevêtrement dans le dessin qui est incroyable. Enfin, vraiment, c'est voilà, juste pour donner un peu la palette graphique. Ce titre, quand on l'a vu, enfin, je me suis dit, c'est beau. Et c'est déjà pas mal. Mais c'est tout ce que j'espérais, avec un côté évidemment aquatique très présent. De toute façon, moi, à partir du moment où il y a de l'aquatique, ça passe très bien. Voilà, donc là, il est le héros est dans la mer. C'est voilà, juste pour ça déjà, allez-y, foncez, c'est une tuerie. Coucou Midine, hello Nicolas aussi. Alors, de quoi ça parle, l'île entre deux mondes? C'est l'histoire de ce jeune homme. Est-ce qu'on me donne... Oui, c'est ça, Tatsumi. Tatsumi, en fait, il arrive sur cette île parce qu'il doit devenir un nouveau professeur. Professeur des sciences, d'ailleurs, de je sais plus quoi, mais pas un professeur d'école générale. Et donc il arrive sur cette île qui est en fait son île d'enfance, puisque sa maman vivait sur cette île et il l'a quittée quand il avait 4 ans. Donc il n'en a pas un souvenir très très précis. Ah merci, ouais, moi aussi Midine, hein, ce titre dans mon cœur carrément. Et donc il revient dans ce paysage d'enfance dont il a très très peu de souvenirs, et il va être confronté en fait à plusieurs événements un peu paranormaux. Donc typiquement il va voir un héron, partout où il y aura un héron qui va le suivre, et ce héron par exemple il lui manque une aile, c'est très étrange. On va voir plus tard qu'il y a des choses. À un moment il va dans la mer et il se rend compte qu'il voit une raie complètement transparente nager au-dessus de lui. Enfin, là, il va vraiment voir des choses extrêmement étranges, mais tout à la fois, lui, c'est quelqu'un de très cartésien. Lui, il va toujours se raccrocher à la science. Il va toujours essayer de trouver des explications tout à fait logiques et scientifiques à ce qu'il va voir ou ce qu'il va ressentir. Mais il pourra pas... En fait, toi, en tant que lecteur, quand tu lis ces histoires, c'est tellement un émerveillement. On est très proche d'un Ghibli. C'est limite s'il ne voit pas un Totoro, en fait. Hein. On est à ce niveau-là, avec un côté beaucoup plus mer, puisqu'on est sur une petite île. Et donc, il y a vraiment cet émerveillement. Enfin, quand on le lit, ça fait très conte et légende de façon positive. Voilà, il y aura évidemment... c'est drôle, bah, il y aura une histoire de baleine, de brume aussi, par exemple. La dernière fois que j'ai entendu parler d'une baleine de brume, malheureusement, c'était pas dans des termes très flatteurs dans ReZero, mais c'est pas grave. C'est marrant parce qu'elle a le même pouvoir en plus. C'est maintenant que je viens d'y penser, c'est peut-être la même d'ailleurs. Donc si vous regardez l'animé de ReZero, à un moment il y a une baleine qui fait oublier les gens. Donc il y a vraiment un côté complètement folklorique Japon. Il y a un truc avec les insectes aussi, une célébration pour les insectes. Enfin voilà. Et donc lui, il arrive vraiment plonger là-dedans, mais ça voilà, il n'est pas déstabilisé, il est en mode oh ça va, je peux expliquer tout ça, et puis il accepte tous ces événements assez bien en fait. Il se dit ah bah tiens, ok, il y a ça, ok, une baleine, ah c'est peut-être un mirage reflété par le soleil. Oui, bien sûr.
Oui, mais effectivement, Midine, mais je viens d'y penser, cette histoire de baleine de brume et qui efface la mémoire, enfin pas qui efface la mémoire, mais qui efface quelque chose. Ça ressemble vachement. Après, je pense vraiment que c'est inspiré de légendes locales japonaises, qu'elles soient connues ou qu'elles ne soient pas connues. Et voilà. Mais donc voilà, il y a vraiment tout cet aspect, voilà, un peu magique. C'est un peu comme si, comme dans Chihiro, il avait mis le pied en fait dans un monde de dieux et de dieux dans le sens japonais. Hein, donc du coup, et que de kami en fait, donc de dieux. De semi-dieux locaux, on va dire ça comme ça. Et il est entouré, il y a deux autres personnages, on les voit là sur la suite de l'illustration. Et en fait, il va faire la connaissance de deux enfants qui vivent sur cette île et voilà, et qui eux sont en mode mais tout est normal, hein, mais évidemment qu'il y a une baleine, évidemment qu'il faut faire attention à la brume, etc. Donc ça va être un peu le lien entre lui et le, on va dire entre l'île et lui. Et alors le fil conducteur, c'est pas juste lui qui découvre un peu tout ça, hein, qui découvre ce monde folklorique incroyable et magnifique. C'est aussi, on le voit sur cette couverture, l'histoire de sa mère, donc qui a disparu, qui est décédée quand il était jeune, qui lui a confié ce collier, et on sent qu'il y a une histoire derrière ce collier, on sent qu'il y a une histoire derrière sa mère, on sent qu'il y a quelque chose hein, de familial, on va dire, qui certainement sera révélé dans le tome 2, et qu'on touche du bout du doigt vraiment dans ce tome 1. Je le précise juste pour dire qu'il y a un fil conducteur, c'est pas juste des histoires comme ça dans le vide, il y a un truc, et d'ailleurs si autant de phénomènes paranormaux, entre guillemets, vont à sa rencontre, c'est peut-être aussi lié à tout ça. Mais là, je m'avance un peu, c'est vraiment une supposition, je ne sais pas du tout. Mais salut Otaku Esprit, ça va? Donc voilà, l'île entre deux mondes, c'est une incroyable réussite, mais autant que je l'espérais, donc je suis vraiment, vraiment très contente. Le prochain tome, c'est le 14 juillet, alors je mets 14 avril, 14 juillet, c'est très... mais c'est pas un... On est sûr du 14 juillet? C'est pas un peu férié le 14 juillet quand même. Je vais pas avoir la date précise sur ce tome-là, mais je me demande si je l'ai pas mal noté. Bougez pas. Vous n'avez rien vu. J'ai le petit... vous savez, mon petit fascicule qui est dedans. Je veux juste vérifier que je me suis... Tome 2, le 15 juillet. Le 15 juillet, pas le 14 juillet. Bah oui, il était férié. Je me disais bien que j'avais fait une petite erreur. J'ai dû taper à côté. Donc, voilà pour ce titre. Alors, je rappelle, hein, c'est un très grand format. On est vraiment sur comme un latitude, si vous connaissez le format de chez Kiyun. Avec, il y a un vernis sélectif qui est sur le titre uniquement. Sur la... On le voit pas bien. Non. Si, ah voilà. Et la couverture est comme j'aime, hein, hyper douce. Alors c'est une couverture cartonnée, comme tous les picas graphiques, hein, il n'y a pas de surjaquette. Je trouve que ça rend mieux. Voilà, je trouve que ça rend mieux en fait d'avoir sur des grands formats, c'est chiant d'avoir une jaquette, très honnêtement. Je trouve ça plus sympa. Et puis voilà. Et pareil, l'impression, ils choisissent un meilleur papier. J'ai l'impression quand ils font des grands, je peux me tromper, hein, mais c'est un papier qui est supra blanc et qui vraiment ne laisse absolument rien passer. Oh, cette scène. Est-ce que vous voyez le dragon? Non, vous le voyez pas. Hein. C'est un dragon. Enfin, c'est un dragon. Il faut le lire pour comprendre ce que c'est, vraiment. Donc ouais, c'est vraiment... J'aime bien ce papier-là parce qu'il est assez épais et du coup, il laisse pas... On voit pas le noir derrière, ce qui est la plupart des cas, hein, dans la plupart des impressions aujourd'hui sur des mangas. On voit vraiment le truc derrière. Je trouve ça en général pas ouf. J'ai pas ce problème-là avec ce manga. Donc voilà. Bravo Pika, parce que franchement, c'est une belle trouvaille. Je trouve que ça leur va bien de sortir ça. Je l'aurais pas forcément vu chez eux, mais pourquoi pas. Que ce soit le personnage, la narration, le monde, tout. En fait, tout est parfait. Je n'aurais absolument rien à dire. Donc voilà, je suis contente parce que vous savez, parfois on a un petit coup de cœur quand on vous présente des titres en mode mais tu vas voir, celui-là il va te plaire, et là tu fais ouais, celui-là il va me plaire, et tu lis et tu fais ouais, il m'a plu. Mais maintenant il faut attendre la suite, ça va être oui, j'ai pas de place pour le mettre, je cherche une place, voilà, ici, hop. Donc vraiment, voilà. Ah, et on en fait un vrai titre de fantastique, a dit Midine. Bah oui, parce que le fantastique, selon Midine et selon a priori la vraie définition du fantastique, ce sont des événements où on ne peut pas dire si c'est vrai ou pas. On ne peut pas définir on se pose la question de la réalité de ce que l'on voit et de ce que l'on... Voilà. Et effectivement, là, la manière dont c'est présenté, en fait, et comme parce que lui, il rapporte tout à la science,
toi, t'as pas beaucoup de doutes en tant que lectorat, mais ouais, il y a une histoire voilà, est-ce que c'était un rêve, est-ce qu'il a halluciné, est-ce qu'il y a un truc. Donc, c'est très très chouette et c'est bien mené. Et donc, c'est absolument à lire. N'hésitez pas, même si, voilà, 14 € parce que c'est un grand format. S'explique relativement bien. Vous allez voir qu'on va reparler d'un autre grand format tout à l'heure qui ne vaut pas 14 €, mais en même temps, il est 2 fois plus épais. Ceci peut expliquer cela. On va passer à toute autre chose chez Soleil qui nous a sorti L'Appel des montagnes. J'ai fait, ok, très bien, L'Appel des montagnes. Le voici, le voilà. Première réflexion, alors je l'ai pas vu passer l'annonce de L'Appel des montagnes. Il faut dire que j'ai été coupé des news. Ces 2 derniers mois, j'ai absolument rien vu. J'étais très surprise du titre, du graphisme, de la couverture. Je la trouve assez surprenante. On dirait un guide du... Vous m'auriez mis le bandeau guide du routard 2021. Bon, c'était pas trop raccord parce qu'il est impossible qu'en 2021 on soit dehors dans une montagne en randonnée où alors fallait les masques. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Je la trouve très surprenante. Je pense qu'elle doit dérouter pas mal de gens et je suis pas sûre que les gens aillent vers cette couverture qui n'inspire pas grand chose, mais qu'on comprend relativement de quoi ça va parler. Petit bisou d'ailleurs à Cédéto qui a fait le logo a priori, L'Appel des montagnes. C'est écrit derrière, j'ai bien vu hein, qu'il y avait ton petit nom. Voilà, conception graphique, Solène Pichereau. Donc, bravo à toi, bisous. Donc, grosse surprise, un manga de Tetsuo Utsugi avec un nom à rallonge Santama University Mountaineering Club. Vous l'avez compris, hein, il s'agit donc de l'histoire d'un club de mountaineering, c'est un mot qui n'existe pas évidemment, mais de passionnés de la montagne en fait, dans l'université de Santama. Donc c'est un manga qui a 3 tomes, la série est toujours en cours au Japon et qui m'a étonnamment beaucoup plus plu que ce que je n'aurais cru. Déjà, moi, je suis une parisienne complète, c'est-à-dire que je ne sors pas. Je sors rarement, de toute façon, dans les randonnées de montagne ou je ne sais quoi. C'est pas mon grand kiff. Et pourtant, ce manga m'a tellement surpris et m'a presque donné envie de me pointer dans une montagne. À part qu'il y a 2 aspects qui sont montrés et ça, je trouve ça vachement bien. Donc, on est à l'université de Santama et c'est les nouveaux arrivants, enfin vous savez, c'est une nouvelle année et les nouveaux arrivants doivent se choisir des clubs, hein, puisqu'au Japon il y a vraiment une ferveur sur les clubs. Et donc le club qui a besoin de membres, parce qu'ils sont que 3 et qui risquent de se faire défoncer s'ils ne trouvent pas de nouveaux membres, alors ça par contre c'est vraiment le cliché hein, dans les mangas, mais c'est pas grave, c'est le club donc des amateurs de la montagne, on va le dire ça comme ça, qui ont l'aspect, on va dire, un peu dur. On est plus sur des escalades de montagne que des randonnées de montagne, même s'ils font aussi de la randonnée. Et donc, heureusement pour eux, il y a 3 jeunes filles qui se décident, les voilà. Il y a 3 jeunes filles qui ont bien envie de rejoindre le club. La première est une gameuse, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. La deuxième est une introvertie qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Et la dernière est une littéraire qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Et donc ils sont tous là en mode... Et elles sont là, mais c'est dur? Et eux ils sont là. Alors, il y a dur et il n'y a pas dur. Tout dépend de ce que l'on entend par dur. De toute façon, la difficulté en soi, c'est un achet... Pardon, des super tirades en mode... Alors, évidemment que c'est dur, puisque, en fait, eux, ils font vraiment le côté... Je vais vous montrer 2-3 planches. On est sur le côté hardcore. Voilà, on est sur... Comme je parlais d'escalade, c'est la demoiselle, elle va monter des parois, donc on a le piolet, on a le truc de premier de cordée à peu de choses près. Et quand on leur dit est-ce que c'est dur, les images qui viennent à eux, c'est voilà, c'est eux tout défoncés, parce qu'il est tombé d'une montagne ou je ne sais quoi. Ils ont un matériel de dingue, de professionnel, hein, et on est vraiment sur des choses extrêmement denses. Alors j'ai 2-3... voilà, on a des images donc de l'héroïne qui est en train de monter. Je pense qu'on t'entend. Il y a Chocho qui nous met de la musique. Ah, est-ce que ça serait pas le téléphone? C'est le téléphone. Ton téléphone. Bah, il faut le faire. Hop, t'as dû appuyer sur le bouton. Pardon, il y avait de la musique. Et donc, voilà, donc elle est plutôt... Enfin, eux 3, ils sont vraiment dans le côté hardcore.
de la montagne, à vouloir... Alors, il y a des très beaux paysages dans ce manga. Voilà, à vouloir tout escalader. Leur rêve, c'est d'ouvrir des voies. Alors, ouvrir une voie, c'est quoi? C'est quand vous faites de l'escalade ou quand vous grimpez une montagne. En fait, c'est d'être les premiers à atteindre un mont. Bon, aujourd'hui, ça va être compliqué. Et ça va surtout être les premiers à montrer un chemin, en fait, si vous voulez. Et comme ils expliquent, de nos jours, c'est très très compliqué parce que il y a plus beaucoup de montagnes qui... Enfin, il y en a même plus qui ont été jusqu'en haut. La plupart des voies ont été utilisées. Donc le seul kiff un petit peu, c'est de passer par des parois où personne ne serait jamais passé parce que c'est trop dur, trop compliqué. Donc voilà. Et donc, ils se disent, si on dit la vérité aux filles, c'est mort... elles vont nous claquer entre les pattes, elles vont partir, donc encore une fois sur le côté un peu difficile. À un moment on les voit, ils sont dans le froid, en train d'attendre qu'une tempête passe. On les voit aussi galérer pour manger. Enfin bref, il y a le côté galérien un petit peu, hein, et il faut pas leur faire peur. Donc ils essaient de pas trop en dire. Et les filles en fait elles vont accepter malgré tout de rester. Parce que, en fait, elles vont être un petit peu attirées par la ferveur de nos trois passionnés de montagne, et elles se disent, ok, c'est pas pour moi, je pense que c'est trop compliqué, mais je vais quand même essayer un petit peu. Et donc, leur un petit peu, ça va commencer par monter le mont Takao. C'est drôle parce que c'est une montagne que j'ai fait quand j'étais au Japon. C'est une montagne, je voyais pas ça comme une montagne, en fait, personnellement, quand je l'ai fait. C'est vrai qu'elle était super rude, maintenant qu'on y parle, mais moi, par exemple, c'est le genre de choses, ça va parce qu'il y a des chemins, donc... Ce qu'ils vont faire, c'est une vraie balade, c'est une vraie randonnée. Le vrai terme, c'est la randonnée. C'est une vraie randonnée dans une montagne jusqu'à atteindre le sommet. Et donc, ils choisissent le mont Takao. Et c'est un jour de pluie en plus. Et donc, elles vont être habillées avec des immenses trucs un peu galères. Et voilà, et ça va être le petit déclic en fait pour les trois héroïnes de se dire mais en fait c'est génial, c'est super sympa. Alors elles se disent pas c'est génial, parce qu'elles vont quand même bien galérer, hein. Elles ont aucune condition physique, donc elles vont vraiment être essoufflées. Et eux ils vont être plein de bons conseils en fait pour lui dire lève la tête, ne regarde pas tes pieds, fais des petits pas, fais ceci, fais cela. Et puis une fois en haut, ils vont avoir une belle récompense, etc. Donc en fait, ce manga est vraiment le Nekketsu de la randonnée qui va vous donner à eux comme à vous, l'envie de partir dans la montagne, d'aller faire de la randonnée. En plus, il y a plein de conseils. Il y a typiquement... Ah, merci Nico, bisous, merci. Donc, il y a quelles sont les chaussures que vous pouvez... quelles sont les chaussures à prendre. Comment vous devriez utiliser des matériaux de pluie, comment rafistoler d'ailleurs un matériau de pluie, et plein de trucs en fait de si toi aussi lecteur tu veux te mettre à la randonnée, alors on n'est pas sur le niveau que j'ai montré qui est l'escalade, qui là est réservé aux professionnels qui s'y connaissent, etc. Mais on va vraiment avoir les conseils basiques des nouveaux arrivants qui débutent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, et donc ils vont essayer de les aider aussi quand t'as pas de moyens, ok, attendez, on a de la récup, voici comment vous devriez faire ça. Et donc, à chaque fois, ils vont aller dans une boutique, et à chaque fois, le vendeur, il est là, ah, je vais pouvoir leur vendre ça, et ça, ça, et ça. Ils font, non, on n'a pas de budget, alors on va juste vous prendre ça, et en fait, ils vont se fabriquer un petit peu le matériel dont ils ont besoin. Enfin, fabriquer est un grand mot, ils vont plutôt adapter du matériel qu'ils ont déjà pour le rendre vraiment adapté à ce qu'ils veulent. Du coup, c'est vraiment... Spade, si tu lis ça, parce que c'est un peu ça, c'est un peu de la... Enfin, tu vois, il y a un gros côté alpiniste chez eux qui sont des pros. Pourquoi ils ont des gros sacs? Il y en a un moment, il dit, mais pourquoi t'as le gros sac pour le mont Takao? Parce que bon, il n'y a pas d'escalade à faire. Et en fait, il dit, non, je l'ai rempli d'eau pour me donner un désavantage et continuer à m'entraîner, en fait, un petit peu, et que... Voilà, parce que pour eux, c'était facile, le mont Takao, c'était une petite... c'était un petit mont qui n'est pas très haut, hein, mais pour les trois nouvelles, c'était quand même pas évident. Donc, très bonne surprise. Je m'attendais pas à où je m'éclate, en fait, parce que... Mais c'est vrai que ça communique vachement bien, en fait, le goût et l'envie de la randonnée. Ça communique beaucoup sur les espaces verts. Alors, il y a un aspect que j'ai bien aimé. Ils disent qu'en fait, le Japon, c'est 75% de montagne, et que les Japonais eux-mêmes ne connaissent pas leur propre montagne. Alors, si vous êtes un passionné du Japon, ça marche aussi, parce que du coup, ce manga va énormément mettre en lumière
les montagnes disponibles au Japon, donc notamment, en fait, ils vont parler de certaines régions, ils vont dire, ah oui, il y a ce mont-là, il y a ce truc-là, il y a ça à escalader. Et puis, il y a aussi, historiquement, ils vont vous parler de quelques personnages historiques qui ont fait les premières escalades au Japon, qui ont eu les premiers records, etc. Donc j'ai bien aimé cet aspect, en fait, qui m'a fait un peu redécouvrir ce Japon qu'on connaît évidemment pas du tout, nous, en tant que lecteurs de manga ou bien touristes au Japon, qui est quelles sont finalement les spécificités du Japon en termes de montagne. On sait très bien que le Japon, c'est quand même un pays énormément montagneux. J'étais un peu surprise du 75%, mais c'est tout à fait possible. C'est même certainement vrai. Mais voilà, donc... Là, voilà. Donc vous avez ce genre de petites cartes, voilà, où on va vous indiquer un peu, voilà, les montagnes. Par exemple, on parle de Nagano, c'est Nagano ou Nakano? Non, c'est Nagano. Oui, Nagano. Et donc Nagano, ils disent c'est la porte d'entrée des Alpes du Japon. Et puis vous avez un petit rappel, voilà, qu'est-ce que Nagano, jusqu'où ça culmine, etc., etc. Côté dessin, c'est pas mal, c'est pas joli beau, mais franchement c'est pas mal. Les 3 petites nouvelles, elles sont super choupinou. C'est pas mal dessiné. Je pense que la couve n'est pas très exhaustive du trait, mais voilà, on est sur quelque chose de tout à fait normal. Je trouve, encore une fois, je trouve pas que ce soit ni hyper bien, ni mauvais. Mais je ne sais pas. Demandez-lui, hein, Rouge Mécanique. Voilà, et voilà, c'est ça, 75% du Japon est composé de montagnes, ce qui est assez extraordinaire. Voilà, donc ça vaut 7,99 € avec une traduction de Julie Gérier et le lettrage de Studio Charon. J'ai pas encore d'annonce sur la suite dans les plannings de Soleil Manga, mais bon, je ne pense pas que ça va trop tarder, même si voilà, au Japon il y a que 3 tomes, donc faut voir. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que l'auteur, j'ai été regarder un petit peu ce qu'il faisait, je pense que c'est son 2e titre sur la montagne. Apparemment il y avait un autre manga en 8 tomes sur la montagne et sur notamment un aspect culinaire, de ce que j'ai un peu compris, pardon. Salut Tarto. Mais voilà, très très bonne surprise. Moi, je ne pensais pas faire cette série, je vais clairement la faire. Et honnêtement, en fait, ça m'a rappelé des bons souvenirs du Japon quand je suis effectivement partie en randonnée au Japon, donc dans le mont Takao moi aussi. Non, les chats. Avec justement un temple du chat qui était présent. Et qu'on est monté super haut. Après, on a une belle vue. Je sais pas si Chocho s'en souvient de ce mont Takao. Mais voilà, c'est un bon souvenir en fait que j'en ai. Et c'est marrant de me dire, de tous les souvenirs que j'ai, je me suis souvenu d'un après-midi. On s'est dit, tiens, on va faire ce truc-là parce qu'il y a plein de temples, il y a plein de trucs à voir. Et d'avoir littéralement grimpé toute une journée. Mais comme ça, hein, avec des escaliers interminables. C'était vraiment fatigant. Mais voilà, je sais pas si... en Île-de-France, j'ai peur que ça va être un peu compliqué de trouver ce genre de choses, mais à Tokyo, enfin à 1 heure de Tokyo, c'était hyper facile d'avoir ça. Vu que je connais absolument pas la géographie de la France, parce que encore une fois je suis parisienne, et donc à part monter le but de Chaumont, moi personnellement, je vois pas d'autres. Je sais pas si à 1 heure de Paris, il y aurait un truc pareil. Je sais qu'à 1 heure de Paris, il y a la plage, mais de la montagne, je crois pas. Je réfléchis hein, quand même. Pour moi, les montagnes, elles sont à droite, elles sont plutôt vers Strasbourg, tout ça, il doit y avoir des montagnes là pas loin, il y a un massif, un truc là. je suis une quiche en géographie, une quiche, mais alors un truc, ne me lancez jamais sur la géographie, je suis nulle. Je connais mieux la géographie du Japon que de la France ou du monde. Une vraie catastrophe. J'ai des vidéos, mes potes me prenaient en vidéo quand ils me posaient des questions de géographie, tellement c'est à mourir de rire mes réponses. Donc, voilà, merci d'ailleurs à ce manga-là qui m'a fait découvrir. Il y a les Alpes, mais je sais pas où c'est, mais les Alpes, Pyrénées. Il y en a en bas à gauche, il y en a en bas à droite. Il y a entre la frontière, en fait, en général, ils sont aux frontières, tu vois. France-Italie, il y en a un. France-Espagne, il y en a un. Et à droite, il y en a un aussi. Mais dans la... Ah, mais si, il y en avait dans le film. Les trucs de mon père, là. Château de ma mère et tout ça. Il parlait de collines. Bon, les collines, ça passe. Vosges, Jura, oui, voilà. Je vais me faire taper par, Sandra parce que qui passe de temps en temps dans le chat parce que je sais qu'elle vient de savoir et donc je ne serais pas placée là, ça va. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je sens que vous êtes beaucoup plus calé que moi, peut-être même que vous, voilà.
Paris-Plage, c'est pas une vraie plage. Donc les puits de Chaumont, c'est pas des vrais buts, c'est ça. Mais c'est pas moi, tu vois. On sait jamais. Bref. Oui, bah, je sais. En fait, j'ai jamais visité la France. Enfin, j'ai jamais. Mes parents vont me taper si je dis ça. J'ai pas beaucoup visité la France. Ou en tout cas, quand j'allais quelque part, j'ai jamais trop regardé les cartes. Donc, c'est vrai que j'ai pas. Voilà. Ça a jamais été trop mon truc. Mais ça me donne envie. Ça me donne envie. Paris-Plage, c'est aussi l'autre nom dit Touquet. Il y a des trucs quand même, je sais un peu. Hein. Attention. Et cela dit passant, je mens. Mais en fait, c'est juste que c'est pas une montagne ou pas un truc que tu peux escalader. Mais. Sachez-le, en Île-de-France, vous pouvez aller dans les hauteurs d'Orgemont, à Argenteuil notamment, et du côté de Suresnes. Vous avez vraiment... ça cumule pas... Enfin, c'est vraiment raide. Il y a des jolies choses à voir par là, mais c'est complètement habité, et c'est des villes, donc c'est pas... C'est un autre kiff hein, de monter des côtes comme ça dans une ville que dans une montagne. Mais bon, voilà. Mais Orgemont, ça oui, un immense parc, et c'est très très cool. Voilà, bon, c'était le petit quart d'heure, les montagnes de notre enfance. C'est-à-dire que je n'en aime. Voilà, bref. On va passer à ce qui a failli être mon chouchou de l'année, mais avant, il y avait l'île entre deux mondes, alors du coup non. Mais c'est la sortie en manga de Otome Game. Et j'en suis super contente puisque, évidemment, hein, c'est tiré... Alors, c'est pas tiré de l'animé du même nom, c'est tiré du light novel. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, le nom qui prend quand même deux lignes. Hein, Otome Game no Hametsu Fulag Shikanai Aku Yaku Leijo ni Tensei Shite. Je sais absolument pas prononcer ça correctement, parce que je ne reconnais même pas, bon, quelques mots, mais pas tous. Dont l'animé qui avait défrayé la chronique l'année dernière, qui avait vachement bien marché et que j'ai adoré. Alors, je me trompe pas, c'est The Villain... en français, l'animé s'appelait Villainess, je sais plus quoi. But All Roads Meant to Doom, All Roads Leads to Doom, mais c'était Villainess, je sais plus quoi le nom. C'est marrant, ils n'ont pas gardé d'ailleurs, hein, ils ont appelé ça Otome Game. Ça aurait été cool de reprendre le nom de l'animé peut-être, même si j'aime bien Otome Game comme nom. Je trouve que c'est... Next Life. Ah oui, My Next Life as a Villainess. Qui était bon, après, c'était un titre anglais. Voilà, merci Boboulou. C'est exactement ça. Donc, qui est, comme je disais, un light novel de Satoru Yamaguchi. Et on a donc l'adaptation en manga de Nami Hidaka. Qui est toujours en cours, qui vaut 6,99€ en France. Et qui fait 6 tomes, toujours en cours. Honnêtement, si vous avez aimé l'animé, vous allez aimer le manga, qui est une copie collée de l'animé. Vraiment, il n'y a aucune différence. À part au tout début, il y a un petit... La mise en place est légèrement différente, mais à part ça, très honnêtement, c'est vraiment... On y retrouve les mêmes scènes que dans le manga, c'est exactement pareil. Il fait soif. À l'exception peut-être du rythme, puisque dès le premier tome, sachez qu'on est déjà à son adolescence. Alors de quoi ça parle? Bon, j'en ai déjà parlé parce que j'avais déjà fait une chronique de l'animé, mais c'est pas grave, on va en reparler maintenant. Il s'agit d'un isekai. J'ai toujours pas mes petites icônes isekai d'ailleurs, j'y pense. Vas-y, le train passe. Il s'agit d'un isekai dans lequel une jeune fille donc décède en sortant de chez elle, une jeune lycéenne, et elle se retrouve en fait dans le corps d'une enfant de 8 ans. Une enfant de 8 ans qui s'appelle... J'ai son nom de famille comme d'habitude, Katarina. Voilà. Katabaka. Et Katarina, en fait, c'est une peste. Oui, on peut le dire ça, c'est une peste. En gros, notre héroïne donc va se rendre compte qu'elle a atterri dans le même univers qu'un jeu vidéo de drague auquel elle a joué. Ce jeu vidéo de drague donc présentait l'histoire d'une jeune fille pure et innocente. Hello Bena, merci pour les cheers. Pure et innocente qui avait 4 prétendants et qui devait donc... Tu choisissais un prétendant, c'est vraiment un Otome Game, hein, c'est ça. Tu choisis un prétendant et puis tu dois suivre le scénario pour te le mettre dans la poche, à peu de choses près, et donc t'en faire ton petit ami. C'était le but du jeu. Et dans ce jeu, il y avait une grande rivale qui était Katarina. C'était la rivale qui mettait des bâtons dans les roues de l'héroïne. C'est pour ça que vous avez une tête qui fait peur dans la couverture. Et donc, notre jeune héroïne isekaienne se réincarne dans Katarina, dans la méchante.
à 8-9 ans, et non pas adolescente. Et là, elle se dit, mais c'est une catastrophe. C'est quoi les choix de vie de Katharina? Elle dit, dans le jeu, quand tu déroules le scénario, Katharina, elle a que 2 fins possibles. Soit elle meurt, soit elle est exilée. Et donc, l'héroïne se dit, oh là là, et comment je vais faire pour échapper à ce funeste destin? Et donc, elle prend des décisions assez radicales. Et en fait, tous ses choix de vie jusqu'à la fin vont être dans le but. Elle est persuadée qu'elle va finir ou tuée ou exilée. Et donc, elle va tout faire pour échapper à ces 2 scénarios-là, sachant qu'en fait, notre héroïne est adorablement gentille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à l'insu de sa bonne volonté, elle va complètement modifier le scénario sans s'en rendre compte. Elle est tellement butée sur l'idée que ça va se passer comme dans le jeu, elle ne se rend absolument pas compte que l'intégralité de ses actions vont complètement bouleverser le monde et que le scénario du jeu ne va jamais se dérouler en réalité. Mais ça, enfin, c'est pas du spoil, hein, on le voit tout de suite parce que, en fait, dès la première chose, elle va déjà fondamentalement changer un des personnages principaux, puisque sa première action dans ce monde-là va découler que le futur roi de ce pays va se fiancer, qui a lui aussi 8 ans, va se fiancer avec elle, alors que dans le jeu, ils se connaissent à peine. Donc déjà, elle arrive, son premier truc, c'est déjà de modifier fondamentalement le scénario qui était prévu. Et donc ça va être super drôle à voir, parce que Katharina, en fait, ne voit, est naïve comme pas possible, ne voit rien, mais rien du tout. Elle ne voit pas tous les changements qu'elle va générer. Et elle est obnubilée par le fait de, déjà, devenir une bonne agricultrice. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est issue de la haute société, Katharina. C'est une duchesse à peu de choses près. Elle ne vit que avec des serviteurs, etc., dans d'immenses châteaux. Et donc, du jour au lendemain, elle va dire, eh ben, très bien, eh ben, je vais devenir agricultrice, pardon. Et pourquoi? Bah parce que, bon, elle a de la magie, elle a la magie de la terre, mais elle peut pas faire grand-chose. Et 2, parce qu'elle pense que si elle est en exil, il lui faut un métier qui lui permettra de gagner de l'argent, donc de travailler. Et donc elle se dit, bah, si je sais travailler la terre et faire des bons potagers, bah, je pourrais peut-être survivre en exil. Quand je vous disais, tous ces choix vont être vraiment placés en fonction de, il faut que je survive à mon exil ou que je m'empêche, je puisse ne pas mourir, en fait. Donc c'est drôle parce qu'elle est complètement innocente et toi, en tant que lecteur, tu vois tout, tu comprends tout et tu te dis, ah ouais, mais t'as complètement tout retourné, en fait. Et c'est pour ça que l'anime avait eu beaucoup de succès, c'est que le personnage de Katharina, elle est super drôle. Elle est mignonne, elle est drôle et elle fait des trucs qui lui ressemblent pas, donc ça fait, voilà, elle va se mettre tout le monde dans sa poche, en fait, finalement. Donc c'est un très bon début. Alors au début, elle a 8-9 ans. On va rencontrer tous les personnages, ils sont assez nombreux. Donc il y a les 4 prétendants du jeu, qui sont donc le prince, son frère jumeau, le demi-frère de Katharina et un autre garçon qui est un fils d'un ministre. Et on va aussi faire à la rencontre des autres rivales du jeu. Donc il n'y avait pas que Katharina. Katharina était la seule vraiment despotique, méchante. Salut Valkyra. Et il y en a 2 autres. Une qui est la sœur du fils du ministre dont j'avais parlé. Et il y a une autre jeune fille de bonne famille. Donc voilà, donc ils sont combien? Ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ces 7 personnages-là vont devenir les meilleurs amis du monde à peu de choses près dans ce monde-là. Et ils vont littéralement être le centre, enfin, Katharina va devenir le centre de leur monde. Et il manque la fameuse héroïne. Donc, à la fin du premier tome, on voit juste l'enfance, on voit comment les personnages se sont rencontrés, et ça se termine quand ils ont 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, commence le scénario du jeu, qui est l'entrée à l'université de magie, au lycée de magie, enfin, en tout cas, à l'école de magie, dans lequel la vraie héroïne du jeu va faire son apparition. Parce que je disais, le jeu, en fait, c'était que toi, tu incarnes une héroïne de jeu qui est une jeune fille qui a la magie de la lumière, et c'est de la faire draguer avec les différents personnages pour en choper un. Et Katharina n'est qu'un personnage secondaire de ce jeu, et elle est l'ennemie de l'héroïne, de la vraie héroïne. Et donc cette vraie héroïne arrivera dans le tome 2. Donc le découpage est assez rapide, hein. Vraiment le tome 1, ce n'est que l'enfance et ça s'arrête là. Là où dans l'animé, je crois que l'enfance dure quand même au moins 4 ou 5 épisodes, mais je peux me tromper. J'avais l'impression que c'était assez long avant qu'on la voit assez grande quand même. Donc c'est évidemment, pour moi, ça va être une série à suivre absolument. Après, la petite tristesse, c'est qu'il n'y a vraiment aucune différence avec l'animé. Là, vous avez vu l'animé, vous avez lu le manga, vous avez vu la même chose. Mais bon, comme c'est
quelque chose que j'avais énormément apprécié. Je suis contente de pouvoir le relire. Surtout que le niveau graphisme, on est très proche là aussi de l'animé. Hein. Si vous connaissez l'animé, bah, le manga, il est quasiment dessiné pareil. Je trouve qu'il y a un très bon niveau graphique, mais qui est pas très différent de ce que proposait l'animé. Donc comme l'animé était cool, ben voilà, ça se lit vraiment facilement. J'ai autant rigolé, même si je relisais 2 fois les mêmes blagues, j'ai autant rigolé quand j'ai vu voilà, ce qui s'est passé dans le manga. Donc, c'est son demi-frère qu'elle voit comme un adorable petit frère. Voilà, et donc il y a plusieurs personnages qui sont intéressants et voilà, où on va découvrir certaines histoires. Après, il y aura plein de choses. Donc, c'est un grand oui. En attendant une saison 2, eh bien oui, puisqu'ils ont annoncé effectivement que la saison 2 devrait arriver, mais on ne sait pas quand encore. Mais oui, le manga devrait avancer plus vite, puisque bah, ça suit le light novel finalement. À moins que, comme je l'ai trouvé tellement proche, alors soit ils ont vraiment tous repris les mêmes scènes qui étaient décrites dans le light novel, ou bien ce manga est un peu inspiré de l'animé, puisque vraiment on est sur du copier-coller. Donc possible que du coup le manga attende la saison 2 pour avancer. Je ne sais pas, mais ça serait bien possible. De toute façon, la suite, c'est dans longtemps, c'est le 7 juillet prochain. Donc on a encore le temps de lire voilà, le tome 2, très très loin, mais voilà. Tous les chemins mènent à la damnation. Et ben oui, puisque notre pauvre Katarina pense qu'elle va mourir. Alors j'aime bien parce que en fait, c'est le héros qui est... le héros, pardon. Ils sont plusieurs. C'est le prince hein, qui est censé la tuer. D'ailleurs, pas que le prince, mais je crois que notamment le prince la tue. Il y a plusieurs fins, hein, puisque ça dépend le prétendant qu'on choisit dans le jeu. Et donc, elle cherche... du coup, elle va vachement bosser son épée, elle va prendre des cours toute son enfance. Et elle va chercher ses points faibles et tout ça, alors que lui, il en a rien à foutre. C'est génial. On va passer à la suite. Et on va parler de Fable. The Fable. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi ils m'ont rajouté un The dans Fable, puisque du coup, c'est son prénom, monsieur. Enfin, c'est pas son prénom, c'est son pseudo. The Fable, donc un manga de Katsuhisa Minami. Je suis très étonnée de voir cette série chez Pika. C'est assez surprenant, parce que c'est un style on peut pas dire qu'ils nous aient beaucoup sorti quand même. En plus, c'est une très longue série, il fait 22 tomes. La série est terminée. Oui, pour moi, au-delà de 20 tomes, c'est quand même très long. Et qui vaut 8,50 €. Alors, les 8,50 €, je me le suis pas spécialement expliqué, mais j'ai trouvé que le papier, là aussi, était un bon papier. Je dirais, je peux me tromper, mais je dirais qu'ils ont choisi... Ils ont choisi un bon papier pour ce manga, un petit peu meilleur que d'habitude. Voilà. D'ailleurs, ça se voit quand tu le prends, c'est propre. Enfin, vraiment, le papier m'a l'air un peu plus épais. The Fable. Oui, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un manga un peu... et le nom de celui qui a fait le logo, tu l'indiques pas? Bah, pas toujours, en fait, parce que ça dépend comment c'est indiqué. Mais, a priori, je vois... Ah oui! Tiens, je l'avais pas vu, celui-là. Eh ben, tu vois, mais c'est parce que c'est normal. C'est rare que je vois ton nom et ton prénom sans Spade, en fait. Il manquait. Et oui, c'est à toi qu'on doit le logo, effectivement. En fait, souvent, il me marque maquette de couverture, mais pas toujours. Parfois, j'ai un autre mot. Et le problème que j'ai avec maquette de couverture, c'est que les gens pensent que c'est la couverture qu'ils ont. Tu vois, je suis obligée d'écrire couverture parce que j'ai pas la place d'écrire autre chose. Ça m'embête d'écrire couverture Tom Bertrand parce que c'est pas toi qui l'as dessiné. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Mais il faudrait que j'y ai pensé. Tu vois, j'y ai pensé, mais j'ai même pas tiqué que c'était toi sur le moment. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, quand c'était tôt, je l'ai dit à l'oral. Bah voilà, donc je dis au moins à l'oral. J'aime beaucoup, par contre, adaptation graphique Dr No. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'aime beaucoup son nom. D'ailleurs, c'est marrant parce que chez Pika, j'ai jamais vu pareil. Jamel Rabahi, pardon. Rabahi ou Rabani? Moi, je dis Rabani. Non. Pareil, c'est un nom que je me souviens pas avoir vu très souvent. Dr No, je crois que je l'ai jamais vu. Mais voilà. Ouais, bah ouais, le Spade, faut pas qu'ils hésitent à le mettre quand même. Sinon, sinon je te reconnais plus, tu vois, c'est plus toi, c'est une autre personne. Donc, de quoi ça parle ce manga dont la couve est relativement curieuse? Alors, je dirais pas old, mais presque, pourtant ça date de 2015 quand même. Mais c'est vrai que ce style-là, on peut pas dire que ce soit un style très, on va dire moderne, mais c'est pas très grave, ça indique bien le contenu, en tout cas, puisque on va suivre un tueur, on va suivre, donc Fable, c'est son nom de code, est un tueur. Alors non, oui, il y a 2 sortes de tueurs. Il y a le gentil tueur, et il y a le bon tueur et le mauvais tueur.
En fait, Fable, il est à la solde en fait d'une organisation et on lui demande, en fait, il a des commandes de cibles à battre. Et donc, souvent, c'est des yakuza, c'est des malfrats, c'est... je dis pas qu'il tue pas d'innocents, hein, ça doit lui arriver. Certainement des politiciens ou ce genre de choses, mais donc voilà, il obéit en fait finalement à une organisation. Il est payé pour ça, il est payé pour chaque mort, et surtout c'est qu'on pense que c'est un génie. Bah oui, on dit qu'il y a des génies de la musique, des génies de la peinture, des génies de tout, et ben pourquoi il n'y aurait pas des génies de la tuerie? Et lui, c'est son truc, c'est-à-dire que il tue vraiment bien, c'est très bizarre à dire, excusez-moi. On va dire qu'il tue avec une grande aisance, sans trop d'état d'âme. Il est précis, il n'utilise jamais qu'une balle, et à chaque fois il la met dans le mille. Il a des réflexes hors du commun. Bref, et pourtant il n'est pas très très vieux, je pense qu'il doit avoir 18 ou 20 ans. Mais voilà, c'est un dieu dans son domaine, il se démerde très très bien, et il est très très connu dans le milieu. Mais voilà, tout cela prend fin puisque, après un dernier job, son contact, en fait, lui demande de se mettre au vert. On lui dit voilà, que pendant un an, il ne doit plus rien faire. Il doit aller à Osaka, si je ne me trompe pas. C'est Osaka, hein. Il va à Osaka, oui, c'est ça. Et on lui... Non, voilà, c'est... De la préfecture... Ok. Et il a interdiction de tuer pendant un an et il doit juste vivre comme quelqu'un de normal. Et donc il se dit, ok, très bien, bah pourquoi pas, j'obéis aux ordres, très bien. Alors dans cette grande quête de la normalité, il va être accompagné d'une jeune fille, qui est comme la fille du patron, on va dire, qui est plus âgée qu'elle, si je me trompe pas, et c'est elle qui, en fait, faisait tout... L'assistante, en fait, si vous voulez, qui lui faisait les repas, qui faisait le taxi quand il en avait besoin. Et donc, c'est tous les deux qui doivent se rendre à Osaka, et tous les deux doivent donc vivre normalement. Donc lui, il a le droit à une maison, et puis à la vie dans un appart, et c'est des yakuza, en fait, qui vont les aider à vivre. Donc, en fait, ils arrivent dans le clan yakuza copain ou voisin du leur, et qui leur donne la maison et l'appartement en disant bon bah vous allez vivre là, mais attention, on vous prévient, vous faites pas de bêtises, hein, parce que sinon bah on vous dégage, nous on veut pas d'histoire, bon il paraît que t'es un tueur, t'as une réputation, on connaît bien, t'es super dangereux, donc t'es gentil, tu tiens un carreau. Et du coup le manga va parler de comment Fable en fait finalement va essayer de ne pas faire de vagues, sauf que évidemment tout le monde va le chercher. Il va y avoir plein de scènes où les mecs vont le chercher. Je sais pas. Il les attire. Il est vraiment... il marche dans la rue. Enfin, en plus, il repère. Il repère tout. Il repère les flics, il repère les flingues, il repère les petites frappes. Et donc, il peut pas s'empêcher de regarder un petit peu. Donc, il provoque un peu aussi de son côté. Mais il a promis qu'il devait pas faire de vagues. Et donc, du coup, c'est comment il va réussir à mener un peu tout le monde en bateau, à faire ses petites affaires sans que ça se remarque. Voilà. Je n'ai aucune idée comment 22 tomes vont pouvoir sortir de cette histoire-là, parce que là, le premier tome n'est qu'une vraie introduction finalement au personnage. On comprend qu'il est extrêmement doué, on comprend qu'il a tué des gens, ok, enfin qu'il tue des gens, c'est son métier, qu'il arrive dans cette ville qu'il ne connaît pas pour se tenir à carreau, mais on comprend qu'il y a plein de gens qui lui cherchent des noises. On comprend que les Yakuza ne vont pas le laisser tranquille, que tout le monde se pose des questions sur lui, on n'en sait pas beaucoup, on ne sait pas son passé, on ne sait pas comment il en est arrivé là, donc il y a plein de fils rouges voilà, qu'on peut tirer et qu'on peut aller chercher pendant ces 22 tomes. En tout cas, c'est une lecture qui est plutôt facile. Le personnage est assez marrant parce qu'il n'a pas d'état d'âme, donc du coup, lui, il est fan d'humoriste, donc à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, il va regarder... il va regarder des vidéos drôles, en fait, d'humoristes. En termes de dessin, on est sur un trait qui est très... je ne saurais pas comment dire. Pour moi, ça fait pas très 2015, mais c'est pas très grave. Mais c'est vraiment le style Yakuza. Voilà, c'est vraiment, si on peut dire qu'il y avait une patte d'histoire Yakuza, bah, Yakuza. C'est vraiment cette patte-là, un tout chouïa vieillotte. En fait, on dirait un vieux film des années... vous avez... C'est comme si je vous disais, c'est un polar. Dans le genre polar, vous pensez forcément à des images de films policiers pas récents, évidemment, puisqu'on fait plus trop... Enfin, il n'y a plus beaucoup de films aujourd'hui que je pourrais dire c'est des polars. Parce que ça appartient à un genre particulier. Bah là, c'est pareil. The Fable, c'est le genre Yakuza, et du coup, ça a le style graphique des Yakuza, et avec ce côté un petit peu... voilà, un petit peu vieillot de films
de vieux films. On peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est sa tenue quand... voilà. Il y a des scènes de... Alors, il y a des scènes de meurtre, hein, évidemment, puisqu'au début, on le voit en pleine action. On verra un peu moins après, puisqu'il est censé être à la retraite. On a évidemment beaucoup de scènes de flingue, hein, puisque bah, il tue avec un... Il tue pas à arme blanche. À la fois, la fille, bon, par exemple, on a un peu le côté... Il y a une fille... alors... c'est pas vraiment érotique ni quoi que ce soit, même pas du tout, pas du tout. On voit même pas un bout de ses seins ou de ses fesses, mais il y a le rapport que il y a des mecs qui, dès qu'ils la voient, sont en mode ah, elle est trop bonne, elle est trop belle, voilà. Ça s'arrête là. Mais pour moi, ça va avec le contexte, c'est-à-dire que il y a le côté petite frappe qu'on peut trouver voilà dans la rue et que on va évidemment fracasser. Donc il y a des petites scènes d'action, il y a des petits... Moi j'ai bien aimé parce qu'à un moment il y a une bagarre en fait et on va voir les pensées de Fable qui va dire ah bah là je vais faire comme ci, là je vais faire comme ça, là je vais faire semblant de ci, etc. Donc c'est plutôt bien narré, c'est pas trop mal dessiné non plus, mais encore une fois il y a vraiment un style, il y a vraiment un style, j'aime beaucoup le dos, je le trouve très très cool avec... ce gros... ça fait très Kill Bill, en fait, je trouve. Donc j'ai bien aimé ça. Donc voilà, donc si vous aimez les armes à feu, si vous aimez les histoires de voyous, alors c'est pas du Folio, hein, enfin pour moi c'est pas du Folio, maintenant je peux me tromper, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, parce que on est dans cette ambiance-là, et à la fois c'est pas hyper sérieux, parce que comme je disais, Fab, lui il est plutôt drôle en fait, dans sa personnalité en tout cas il est drôle. Mais c'est le surdoué qui va trouver, comme je disais, hein, qui va réussir à voir les flingues quand les gens les portent, qui va réussir à trouver toutes les caméras, qui va réussir en un clin d'œil à tirer sur quelqu'un. Voilà, il a ce côté un peu super-héros des tueurs. Donc voilà, encore une fois, pour moi, ça me fait beaucoup penser à des polars. Si c'est votre cam, eh ben, foncez. Je pense que The Fable, ça sera vraiment quelque chose qui va vous plaire. Ah, merci Spedge. Côté Kill Bill, je ne sais pas pourquoi il a un oiseau sur la tête. On ne voit pas d'oiseau dans le manga, si je me trompe pas. Donc je ne saurais pas dire si vraiment il y a un truc à creuser sur l'oiseau. Ah oui, il y a autre chose que j'ai bien aimé. En fait, il m'a fait penser un peu à Jean Reno aussi dans le film... Et ben voilà, j'ai une absence. Ça me prendra à essayer de sortir des trucs quand je suis en train de parler, parce que du coup, je peux pas. Merci, Léon. Je peux pas réfléchir. Il y a un truc à la Léon aussi, un petit peu. Alors, pas qu'il a une éthique, hein, mais sur la préparation. À un moment, on le voit en fait donc sortir tous les accessoires de ses flingues dans son ancien appart, et il les cache littéralement partout. Et il a des bonnes planques. Il a vraiment des trucs à des endroits où vous en douteriez pas. Donc, même ça, j'étais là en mode ah ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool dans le sens ah ouais, bien ça fait assez réaliste. En fait, t'as vraiment le sentiment, ok, je suis chez... Il le dit souvent, je suis un pro. Donc, moi, je sens une petite influence sur le personnage de Léon. Alors, malheureusement, c'est la seule, hein, parce que après, il n'est pas du tout altruiste ni quoi que ce soit, hein, soyons clairs. Mais bon, Léon non plus. Léon ne l'a jamais été qu'avec la petite fille, et pas avec tout le reste. Donc, voilà. L'oiseau, c'est pas par ce qui se passe dans le tome... Ah, dans le tome 2, donc pas forcément adapté à une couve de tome 1. Très bien, tarte au citron, je note. Effectivement, je n'ai lu que le tome 1 et pas le tome 2, donc je ne saurais pas. Donc, adaptation graphique Dr. No, très très cool pseudo. Et on aura la suite, donc le 16 juin. Voilà. Moi je trouve ça très très classe. Et il y a plein de personnages. Je suis assez curieuse de savoir ça va être quoi vraiment le scénario. Mais je pense qu'on en a une toute petite aperçu à la fin du tome 1. Où effectivement on nous dit que enfin il fait semblant justement de faire une bagarre, enfin il fait pas semblant mais il se démerde pour que personne ne doute que c'est lui qui mène la bagarre et qu'il fait passer pour une victime en fait. Et je pense que ça va être beaucoup ça. Réversible. Ah oui. Oh. Ah oui, c'est peut-être ça que j'avais vu. Ah oui, d'accord. Effectivement, on a une jaquette réversible. Regardez, je l'avais même pas vu. Donc ça c'est l'autre jaquette. Alors, je préfère nettement la jaune. Parce que je trouve que la jaune, en fait, elle correspond mieux à l'ambiance du manga. Je trouve que celle-là est beaucoup trop sérieuse. On a vraiment l'impression, cette fois, d'avoir un truc hyper noir et tout. Et moi, Fable, je l'ai pas senti comme un type très noir. Encore une fois, le mec, il est limite sympa, entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois, il a un métier douteux quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas... Voilà, je trouve que cette couve où
Je sais pas, je l'imagine en train de rigoler, même s'il a pas vraiment la tête à rigoler, mais avec l'oiseau perché, je trouve ça plus cool. Voilà, donc bravo pour cette couche jaune, et l'autre me plaît un petit peu moins, donc je vais garder le côté jaune, si ça vous dérange pas. Voilà, avec son... J'aime bien aussi son arme favorite, un pistolet Night Hawk, je suppose que ça sonne comme ça. Voilà, c'est un tueur professionnel. 8,50 €, n'hésitez pas. Et le prochain tome, donc en juin, ça va être un peu long. On va maintenant parler d'une réédition. Alors, je parle très rarement des rééditions. D'ailleurs, normalement, je n'en parle pas. Je fais une exception pour les Panini. Pourquoi bon, déjà parce que je parle de quelques rééditions. Quand vraiment on a une édition perfecte ou autre, je ne vais pas hésiter à en parler. Mais c'est vrai que d'habitude, je sélectionne un petit peu les rééditions. Mais là, Eden, voilà, Eden. J'avais dit que je ferais quasiment tous les Panini. Et je ne peux pas ne pas parler de Eden. Ce n'est pas possible. Et ça... Comme tous les titres, tous les titres de cette semaine, je rappelle, ce sont des services presse. Panini m'a donc envoyé le pavé, qui est le premier tome de Eden. Pour vous donner une... Fab fait petit... Alors déjà, Fab est plus petit à côté, et puis voilà, hein, on est sur le pavé. Le gros, le beau, le géant. Alors, vous ne réglez pas votre télévision, ce n'est pas une erreur. Il y a un problème de zaquette. Ma jaquette, elle a 1 cm de trop. En fait, ils l'ont mal pliée. Du coup, c'est pas centré. Il va falloir que... j'ai pas osé le faire pour pas qu'on voit trop, parce que je me suis dit que... oh là, ça va pas, mais voilà, on voit bien que j'ai un petit souci de pliage. Donc, j'avais le replié, mais après la chronique... Donc, vous inquiétez... Alors, ça a l'air facilement repliable. Hein. Ce que j'ai vu, en fait, le pli n'est pas hyper marqué. Ça ne se verra probablement pas beaucoup si je le corrige. Donc, voilà, si vous aussi vous avez eu un mauvais pliage, ne perdez pas espoir. Je pense qu'on doit pouvoir réussir à faire quelque chose. Alors, Eden, c'est un vieux manga. C'est un vieux manga qui est sorti il y a fort longtemps, en 1998. Donc, on est vraiment sur un manga qui est voilà, qui a un peu plus de 20 ans. Et qui a fait les beaux jours de Panini. C'était vraiment un grand succès. Alors, de souvenirs, c'était un grand succès. Après, me dites pas, mais non, c'était pas un succès. Je sais pas, mais moi, j'avais l'impression que c'était un gros succès, en tout cas. Donc, c'est vrai que c'était un très bon manga de science-fiction. Donc si vous avez aimé Sarissa, si vous avez aimé Alma, donc qui viennent de sortir chez Panini, foncez également voir et lire Eden, qui est tout à fait dans cette veine-là, exactement dans cette veine-là, avec les mêmes thématiques. C'est un manga, donc ça c'est une nouvelle édition qui sera en 9 tomes, avec une édition terminée. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi personnellement, quand je lis, à la base, je crois que ça fait 20 tomes. 20 tomes, je les ferai pas, mais 9 tomes, me dire, ah, j'ai que 9 tomes à acheter, ça va. Mais ça vaut quand même 16 € le tome. Alors ça s'explique facilement, hein, c'est que c'est hyper épais. Là, vous avez bien vos à mon avis, 2 tomes et demi, ce qui rentre tout à fait dans le prix de 16 €. Alors j'aime beaucoup le lettrage acrobate. C'est la deuxième fois que j'écris ça pour Panini sur des vieux titres, mais effectivement, hein, c'est bien ce qui est écrit. Je pense pas que ce soit quelqu'un, je pense que c'est juste le logiciel, mais je peux me tromper, mais c'est pas grave. En tout cas, la traduction est bien de Arnaud Takahashi, je pense qu'il n'y a pas trop eu de retouches sur la traduction. Donc, Eden, avec sa jolie page couleur à l'intérieur, que j'ai failli reprendre d'ailleurs pour ma couverture. C'est donc, comme je le disais, un manga de science-fiction dans lequel on est dans un futur proche. Alors attention, le scénario va beaucoup vous parler, puisque nous sommes dans une pandémie incroyable, c'est un truc qu'on connaît bien. Un virus inconnu envahit la Terre. Alors, il ne provoque pas d'affection aux poumons amenant à être branché à l'hôpital avant de mourir. Mais cette fois, c'est en fait, ça durcit votre croûte, enfin votre peau. Et en fait, après, vous ne pouvez plus bouger. Et à la fin, vos organes se liquéfient par eux-mêmes. Et il ne reste en fait une sorte de coquille durcie de votre peau, en fait. C'est assez joli quand on y pense, mais quand il pense au liquéfiage d'organes, c'est moins cool. Et donc, l'humanité, en fait, est condamnée. Pourquoi on le sait? Parce qu'on arrive, en fait, dans un monde où il n'y a que 2 enfants et un adulte qui est en fauteuil roulant. Et ces 2 enfants, en fait, n'ont jamais vu d'autres adultes. Ils se souvenaient qu'avant, il y avait plein d'enfants dans le complexe,
et des adultes aussi, et que bah, tout le monde un jour, à la fin, il ne restait plus qu'eux. Et on est dans un monde très mécanique. Il y a des robots, il y a des sortes de motos hyper mécaniques. Donc on est vraiment sur ce type de science-fiction où on est dans un futur assez proche. Bon, en 98, en fait, c'est quand on imaginait les années 2000 avec des voitures volantes, hein, encore. Bon, 98, 2000, c'était pas très loin, mais on va dire que le futur qu'on s'imaginait, 98, l'iPhone vient de sortir, à peu de choses près. Et c'est vrai, voilà, on se disait, tiens... un futur, le futur sera forcément très mécanique, très akiranien, avec des câbles partout, des fils partout, des gens branchés, et ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette image-là, en fait, de robotisation un petit peu de notre environnement qui est présenté dans ce manga. Et donc on va découvrir dans la première partie, puisqu'en fait il est décomposé en 2 parties. Dans la première partie, on a donc ces 2 enfants qui vivent, alors voilà, pour vous donner le... Voilà, vous voyez ce côté un peu fouillis du robot, avec vraiment voilà, les câbles partout, le débarras, etc. On va découvrir en fait l'origine de tout ça. Pourquoi le monde s'est décomposé, pourquoi il n'y a plus que les 2 enfants, qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable de quoi. Alors comme dans tous les trucs de science-fiction, pardon, vous allez avoir beaucoup de passages militaires. C'est normal, ça fait partie... Parce que souvent, dans la science-fiction, ça se passe dans des futurs pas trop lointains. Donc, il y a encore une armée. Et dans les futurs pas trop lointains, on se dit toujours qu'il y a une catastrophe qui arrive. Forcément que c'est l'armée qui va, à ce moment-là, prendre le pas sur les gouvernements. Ce qui est normal. Ah non, pardon, 98, oui, non, tu as raison, Sharkane. C'est 2007. Non, bah, je pensais 97 en fait dans ma tête, mais bah non, oui, c'est ça, on est 10 ans avant la sortie de l'iPhone. En plus, dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre parce que ça me semble pas correct. Non, c'est bien ça. C'est. Ouais, j'ai pensé 98-2000 et puis après, je suis partie beaucoup trop loin dans mes calculs. Non, c'est ça, c'est l'iPhone, c'est 2007, donc on est 10 ans avant l'iPhone. Donc la vision qu'on a d'un futur technologique. Est très robotisé, mais c'est surtout câblé. C'est ça qui est drôle en fait, c'est que à ce moment-là, dans l'imaginaire collectif, il y a des câbles. Et il y en a beaucoup. Bon, c'est aussi parce qu'au Japon, si vous êtes déjà allé au Japon, il y a beaucoup de câbles partout. Ils ont pas, par exemple, ils n'ont pas enterré les lignes téléphoniques, ou électriques d'ailleurs, au passage. Et donc quand vous relevez les yeux dans les villes, vous avez un max de câbles. Donc je pense qu'il y a une culture générale au Japon des câbles qui est quand même assez impressionnante. Oui, la Coupe du Monde. C'est vrai, en 98, Ah bah tu vois, en 98, ouais, je jouais... Alors, en 98, Final Fantasy VII. Très polygoné. Donc on n'avait même pas encore la vraie... la belle 3D, on ne savait pas encore faire tout ça, enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est important de se remettre dans ce contexte-là quand on voit des œuvres de science-fiction, parce que l'idée qu'on se faisait du futur a beaucoup évolué en fonction du reste. Donc... la première partie, comme je disais, c'est le pourquoi du comment. Alors, il y a eu des problèmes. Et on va vous expliquer un peu tous les soucis que la pandémie a posté. Pourquoi est-ce qu'il y a des survivants, comment ils vivent ces survivants, qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment le virus s'est propagé, etc., etc., etc. Et on finit la première partie donc sur la fin de cette explication. Voilà. Donc la première partie, elle fait ça. Et la suite fait ceci. La suite, c'est on part sur un autre enfant qui vit donc dans ce monde où il n'y a plus beaucoup de survivants, qui vit dans un monde donc de ruines, qui vit dans un monde d'armes à feu, qui vit dans un monde où il y a des androïdes, enfin plutôt des gens qui ont voilà, comme la demoiselle qui a on va dire un œil robotisé. Et donc qui va essayer de survivre, qui va essayer donc d'avancer, qui va essayer de retrouver aussi... Il y a tout un complot qui va se mettre en place. Ah, j'ai des petits marque-pages aussi. Et c'est pendant 9 tomes en fait que tout va se rattacher en fait finalement à ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, on est vraiment sur un titre extrêmement... voilà, comme je le disais, science-fiction, robot, mécanique, futur apocalyptique... tous les hashtags que je peux vous le mettre. Chaotique, avec des histoires de réfugiés, avec des histoires de survie. Donc voilà un petit peu tout ce qui compose le manga de Eden, et qui à l'époque a énormément marché, pas parce que faut voir la créativité de l'auteur sur qu'est-ce que sera notre futur apocalyptique après une pandémie. Je vous jure, quand j'ai lu, je me rappelais pas du tout du début, parce que en fait je me souvenais de la suite. La suite, c'est avec ce personnage-là.
Enfin, de la deuxième partie, on va dire. Et c'est vrai que je me souvenais vachement bien de ce côté-là. J'avais complètement oublié l'histoire de la pandémie, en fait. Quand j'ai lu les premières pages de l'intro, donc qui est la première partie qui vous explique, qui vous remet en fait en contexte qu'est-ce qui s'est passé, j'étais là. Mais ça commence exactement comme chez nous. Est-ce que finalement la fin du monde, est-ce que ça commence pas un petit peu comme ça? Avec l'armée qui commence à mettre son nez partout, bref. Donc voilà un petit peu le contexte. En 98, j'avais 20 ans. Ouais, je crois bien. Non, j'avais pas 20 ans. J'avais moins de 20 ans. Ah bah non, j'avais 16 ans. T'es pas né en 78? Bah non. Ah voilà, donc Bah voilà, c'est t'as ce que 20 j'étais ça. Ouais, donc c'est ça, j'avais 16 ans. Donc, voilà, donc vraiment une histoire assez passionnante. Alors, si vous aimez... En fait, les seuls titres qui me viennent à l'idée, moi, quand je vois Eden, hein, c'est vraiment des vieux titres de, notamment l'auteur de Ghost in the Shell, parce que c'est vraiment très proche, notamment les Dominion, des trucs comme ça. On est dans cette mouvance-là, on est cette époque-là. Le côté époque, ça se ressent pas trop. Moi, ça m'a pas trop choqué. Enfin, non, choqué, c'est un grand mot. J'ai pas, aujourd'hui, en lisant aujourd'hui, je me dis pas c'est un manga qui est ancien. Même s'il porte toutes les traces, justement, de cet imaginaire d'époque. Parce qu'aujourd'hui, quand tu imagines le futur, on est plutôt sur des Adam le robot, qui est chez Pika. On n'est plus sur des Sarissa, on est plus sur des Alma. Alma est bien plus ancré dans un futur qu'on imagine aujourd'hui apocalyptique que ce futur-là. Et donc c'est ça en fait la différence qui va être notable. Les militaires dans Eden font extrêmement américains. Et c'est pareil pour Akira. Les militaires dans Akira, c'est l'Amérique. Et bon, après, ça s'explique aussi par l'histoire du Japon. Mais cela dit passant. Par contre, dans Alma, pas du tout. Dans Alma, on va vraiment avoir un truc qui est très neutre. Donc, c'est c'est le futur du passé, exactement. Donc, moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. C'est le côté robotisé que j'aime beaucoup. Après, il y a un côté militaire hyper présent dans Eden. Vraiment, parce que finalement, la faction sur laquelle on va se combattre, c'est un peu les militaires. Hein. Et à chaque fois, les héros vont être des enfants. Enfin, des enfants, on est sur du début d'adolescence, qui doivent se débrouiller, qui doivent trouver les clés par eux-mêmes, qui souvent sont pleins de ressources étonnantes, qui sont les rois de la débrouille dans un monde dans lequel, finalement, ils n'ont jamais connu la paix. Ils sont nés dans ce monde de chaos. Donc voilà, donc c'est une très très bonne idée de l'avoir réédité sous ce format-là. C'est un grand oui. Je dois avoir les miens quelque part. En vrai, je me rappelle très peu de... Je l'ai lu il y a vachement longtemps quand même. Je me rappelle assez peu de la suite. Je me souviens l'avoir lu. Je me souviens avoir attendu pendant des mois et des mois que ça avance, que j'ai la suite en fait. Et donc là, je vais pouvoir me les retaper vraiment... voilà, comme si je n'avais jamais lu. Là, franchement, j'étais là. Cette première partie m'a beaucoup déstabilisée. C'est beaucoup trop réaliste pour moi. Donc, oui, Nicolas qui dit, après avoir lu le tome 1, je trouve les dialogues intelligents entre les personnages. Ouais, il y a de très très bonnes réflexions. Ça, c'est propre à la science-fiction, par contre, d'avoir de bonnes réflexions sur l'humanité, beaucoup sur l'humanité en général, sur qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là. C'est pour ça souvent que c'est des enfants d'ailleurs qu'il y a toujours des personnages d'enfants dans la science-fiction, parce que c'est souvent les porteurs de l'innocence et de la vérité finalement. On le voit dans plein de... Enfin moi, mes personnages préférés sont souvent des enfants dans les œuvres de science-fiction. Je sais pas, ça marche bien. Pas juste pour dessiner un enfant avec un flingue ou un fusil d'assaut, clairement. Voilà, alors 16 €, je comprends que ça fasse un peu cher. Maintenant, je vous rappelle que c'est au moins 2 tomes et demi dedans. Donc, on est finalement dans les prix, c'était à peu près ça. On a une surjaquette. Oui, voilà, on a une surjaquette, mais elle n'est pas réversible. Elle est juste mal pliée dans mon cas, mais je la replierai. Je la replierai correctement avec une règle et tout pour essayer de bien faire ça. Parce que autant je m'en fiche qu'elle soit pas bien pliée devant, mais la tranche pas centrée, ça va pas être possible. C'est un... Et on va finir ce par un sixième titre et dernier titre, qui est, pareil, un titre que je n'ai pas vu l'annonce, The Elf and the Enter, qui est un manga qui est sorti chez Soleil, qui est une petite série de 5 tomes de Umetaro Aoi. Et là encore, excellente surprise, Soleil me fait un sans faute ce soir, parce que c'est vraiment... Alors la couverture... C'est le premier que j'ai lu. Alors, je compte pas L'île entre les deux mondes sur lequel je me suis littéralement jeté dessus. C'est le premier que j'ai lu. J'ai vu le truc, j'ai dit, hey, ça a l'air chouette. Ok, je vais lire ça.
Ça a l'air de l'heroic fantasy. De toute façon, ça tombe bien, on parle d'un elfe, l'elfe et le chasseur. Et je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu, puisque on va tomber sur une petite elfe, c'est celle que vous voyez à gauche. Elle s'appelle Magritte, et donc c'est une... Comment il la qualifie, à part d'elfe? C'est une artisane, voilà. Ils vont utiliser le mot artisane. En fait, c'est comme Dahlia. Vous savez, chez Komiku, et ben voilà, c'est pareil. Magritte, en fait, est une artisane dans un monde d'heroic fantasy médiéval qui va en fait créer des objets magiques pour les personnes qui en auraient besoin. Donc, par exemple, vous avez une personne qui va dire en venant: ah bah là, écoute, Magritte, j'ai un problème, je dois faire un donjon, et dans ce donjon, il y a un crapaud de feu et il me crame à chaque fois. T'aurais pas un petit truc pour m'aider? Et donc, Magritte va aller chercher tous les ingrédients, va faire une sorte de calcul mathématique, ça ressemble vraiment à des maths, et va trouver la formule qui va lui permettre, en fait, avec différents ingrédients, de réaliser un artefact magique qui va permettre d'annuler, par exemple, 90% des effets du feu. Donc on va la voir aller chercher les matériaux, réfléchir à tout ça, et elle est accompagnée donc du chasseur qui, lui, est-ce qu'on donne son nom au chasseur? Yura. Et en fait, Yura, qui est un humain, lui, va chercher les choses les plus dangereuses. Donc lui, c'est lui qui va aller tuer certaines créatures pour récupérer certains ingrédients ou certains cristaux et autres. Et donc, va lui ramener ce qu'il faut, et donc elle va finaliser la commande. Donc elle va avoir plein de choses, en fait. On va lui demander pas mal de... Voilà, on va avoir pas mal de commandes passées. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc ça, c'est la base. Voilà, c'est l'histoire d'une elfe et d'un chasseur qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, avec une qui reçoit des commandes et qui réalise des commandes. La vraie histoire sous-jacente, c'est qu'en fait, le titre commence avec le point de vue, en fait, de Yura. C'est Yura qui parle et qui va expliquer ce que fait donc Magritte, qui va expliquer c'est quoi son travail à lui, qui va expliquer comment ça fonctionne. C'est son point de vue à lui jusqu'à une bonne partie du bouquin. Et en fait, on va comprendre que Yura est très intéressé par Magritte. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui va donner tout le sel de cette histoire. C'est-à-dire que ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être juste eux deux, tranquilles, etc. Mais la réalité, et il y a un joli twist au milieu de bouquin, donc je vais rien vous dire, mais justement, lisez-le pour ça, c'est qu'on va vraiment... c'est cette petite étincelle qu'a Yura au fond de ses yeux pour parler de Magritte, parce qu'il en est super fier, il l'adore, il l'adule, il trouve que c'est vraiment l'elfe la plus incroyable qui puisse exister. Malgré c'est 1m27 et lui c'est 1m87. Et en fait, on le voit vraiment dans la couvée du regard, parce qu'il est tellement admiratif et qu'il en pense un peu pour elle. Et au milieu du bouquin, il y a un joli twist scénaristique qui va vous faire comprendre que ce manga va parler clairement pas seulement de leur relation de chasseur et d'artisan. Et j'ai trouvé ce petit changement tellement bien. Je peux pas vous le dire, parce qu'il faut vraiment que vous ayez la surprise quand vous allez le lire. À part que je vous dis qu'il y a une surprise, mais à part ça, ça va. Où justement, vous allez découvrir ce petit sel qui va être trop choupi mignon. Et qui va vraiment donner beaucoup de couleurs en fait à ce titre, où vous allez avoir envie vraiment de savoir la suite, vous allez avoir envie d'en savoir plus sur le passé aussi de Yura, sur qu'est-ce qu'une elfe, sur plein de choses, et le tout donc dans le cadre de je suis un artisan, tu es mon chasseur et tu dois donc c'est assez drôle à lire de façon générale. Le côté les commandes en fait sont toutes pas saugrenues, mais bon, il y a un petit peu de tout et c'est toujours drôle de le lire. Mais voilà, Yura est, je pense, le personnage le plus adorable qui puisse exister. Rien que cette première partie où il décrit un peu vraiment son métier, son travail, sa relation, c'est quelque chose qui est super sympa. Par côté dessin, c'est mignon. C'est vraiment... Enfin, c'est mignon, non, c'est pas mignon, mais c'est bien dessiné. Ça se lit très facilement. Avec... voilà, donc là, c'est lui en mode « Oh mon Dieu, elle est trop belle ». C'est sa vision à lui. Voilà, donc si vous aimez les ateliers Marie, si vous aimez Créatures Fantastiques, si vous aimez donc Dahlia, je disais, qui est exactement dans la même veine, si vous aimez tout ce qui est artisanal, donc là, voilà, par exemple, elle est en train de faire une potion, donc on va la voir vraiment la réaliser. C'est pas une série violente, c'est pas une série où il y aura énormément de
énormément d'aventures. Vous verrez des créatures, voilà, on est dans un monde de Heroic Fantasy, donc il y a des créatures un peu étranges. C'est pareil, on est encore dans cette histoire de conte, mais voilà, le but principal, enfin l'histoire principale, même si elle est cachée sous pas mal de choses, c'est la relation entre les deux personnages, voilà, qui va prendre des proportions assez fun, et qui vaut vraiment le coup. Donc c'est un excellent titre, je l'ai trouvé très 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 chouette, très doux. Vous savez, c'est le genre de choses qui casse pas trois pattes un canard, mais c'est pas grave. On a besoin de ce genre de manga, surtout en ce moment. C'est un manga apaisant, ça me fait penser à... C'était quoi déjà Soupinou qui était sorti aussi chez Komiku. Alors c'est pas aussi mielleux, hein, parce que Soupinou était très très mielleux quand même. Mais c'est apaisant de lire ce manga, c'est relaxant. Vraiment, tu as cette ambiance voilà, tu es dans l'antre en fait d'une artisane avec tous ses bibelots partout, qui va réaliser des potions, qui va réaliser plein de choses, avec ce petit côté mathématique, qui va se plonger dans la réflexion, et lui qui va partir dans des donjons, qui va voilà, aller chercher des objets un peu rares. Donc ça c'est vraiment, alors moi c'est mes jeux préférés, hein, je vous le dis tout de suite, mes jeux préférés c'est toute la saga des ateliers, j'adore ces jeux où il faut aller récupérer en fait, crafter. Mes membres de guilde savent à quel point j'ai une grande passion pour le craft et d'aller chercher voilà, les matériaux super rares pour aller crafter les trucs les plus rares du jeu. Donc moi je suis complètement attirée par cette ambiance et par ce truc-là. Donc c'est vraiment... Et puis la couve est encore une fois ultra choupinours. Encore bravo Cédéto, puisque si je me trompe pas, c'est encore... Voilà, le logo est encore de Cédéto. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Donc ça vaut 7,99 €, ça ne sera que 5 petits tomes. Moi, ça va être ma petite série à lire avec une bonne tasse de café et des petits gâteaux pour me mettre bien dans l'ambiance. Et ça fait du bien de finir là-dessus. Donc moi, ça me va complètement. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les 5 tomes. Je suis très curieuse de voir comment... On peut pas... L'ambiance du tome 1 ne peut pas continuer sur les 5 tomes, c'est pas possible. Il va falloir qu'il se passe 2-3 événements. Donc j'ai hâte de voir quel genre d'événements on va pouvoir assister pour justement avancer un petit peu dans l'histoire. J'ai essayé de rester évasive. En fait, je vous ai parlé que de la première partie parce que voilà, il y a encore une fois, il se passe des trucs qui vous font dire oh, oh. Un peu comme le dernier épisode de Ladybug d'ailleurs. J'espère que vous l'avez vu dimanche. Parce qu'il s'est passé des trucs que ma fille et moi on était bouche bée. Et ouais, il y a la Tour Eiffel qui danse. Oui, bon, ma fille. Ah, mais il y a la Tour Eiffel qui danse. Voilà. Il est passé un truc hyper important dans Ladybug. Petite pub pour vous rappeler qu'il faut regarder Ladybug le dimanche à 9h40 sur TF1. Et je crois qu'il repasse le film de Shanghai la semaine prochaine et qu'on n'aura pas d'épisode, j'ai l'impression. Il va peut-être falloir attendre, mais bon. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter donc sur ce manga, The Elf and the Hunter, que je vous recommande, qui est certainement avec l'île entre deux mondes. Voilà, mon petit haut de pile, bon, Otomegame. Non mais Otomegame, ça compte pas parce qu'il y avait l'animé, je vous ai dit, l'animé c'est le meilleur, donc c'est un peu comme le manga, donc c'est pareil. Voilà, on se retrouve, si tout va bien, normalement mon travail devrait être ok, vendredi prochain pour les news, la suite. Je vais reprendre les news sur le site, du coup, si j'ai la semaine qui me le permet. Et puis peut-être d'autres streams entre-temps, si tout va bien. Encore une fois, je peux pas, en ce moment, je peux pas trop m'avancer à cause du travail, donc j'espère que, voilà, je vais pouvoir vous proposer quelque chose, quand même. Ah oui, la série que j'ai achetée aux enchères sur eBay, il faut que j'aille la chercher, parce qu'elle est arrivée, là où elle devait arriver, il faut que j'aille la prendre. Et oui, il s'agissait, j'ai fait une enchère sur eBay très très chère pour une intégrale que je cherchais depuis longtemps, qui était Les Princes du Thé. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler, puisque... Après, est-ce que vous voulez vraiment que je vous parle d'une série qui est introuvable, à moins de débourser 300 €? Je ne suis pas sûre. Mais je peux au moins vous en parler. Mais après, c'est juste une série sur le thé, et que j'aimais énormément, et que malheureusement, quand j'ai déballé mes mangas ici, je les ai pas tous retrouvés, en fait. J'en ai trouvé que quelques-uns. Je sais pas du tout où sont mes Princes du Thé, et tant pis. Donc du coup, j'ai dû les racheter. Voilà. Et ils valent très cher aujourd'hui. Je vais revendre chaque manga qui me reste. Non, je plaisante. J'ai dit que je les donnerais. Je donnerai les mangas qui me restent. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté en mode hey, il m'en manque à moi. Donc je vais m'arranger. On va s'arrêter là. Et puis du coup, je vous souhaite une excellente semaine ensoleillée. Parce qu'il y avait beaucoup de soleil aujourd'hui. Et ça, c'était cool. Avec le souhait intime et puissant que ce soit bientôt le déconfinement.
Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé et on se dit à la prochaine. Bye bye.